Voilà, donc tout le monde voit bien mon écran, toujours sur le diaporama. Oui. Bon, super. Bon, bah, rebonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis aujourd'hui d'être avec vous pour vous annoncer, vous présenter le lancement de la saison 2 du générateur de solidarité. Voilà, pour ceux qui l'ont connu, il y avait déjà une première saison, donc elle fait suite à cette première saison qui avait été lancée en 2018. Avant de démarrer, de laisser la parole aux intervenants, je vous propose un rapide rappel sur les règles pour le bon déroulement du webinaire. Donc, s'il vous plaît, pensez bien à couper vos micros. Vous pourrez les réouvrir quand il y aura un temps de questions-réponses. Néanmoins, si vous avez des questions, des réactions, vous pouvez les transmettre déjà dès maintenant via le fil de discussion. Vous pouvez aussi réagir avec la petite icône réaction. Et puis, lorsqu'on aura le temps de questions-réponses, si vous voulez intervenir, vous pourrez également lever la main via cette icône-là. Le webinaire est enregistré également pour nos collègues qui ne pourraient pas, qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui. Ce qu'on vous propose, avant toute chose, c'est de participer à un petit sondage. Vous allez voir, c'est très facile. Vous allez le voir, une petite fenêtre va apparaître sur votre écran et qui va vous poser une question 100% de bonnes réponses. Quelle est votre fonction? Même si nous sommes en format à distance, en format virtuel, c'est toujours intéressant de savoir qui est autour de la table. Donc, allez-y, vous avez la petite fenêtre qui s'est ouverte. Voilà, je laisse encore quelques petites secondes. Donc nous avons voilà, des présidents, des administrateurs, des chargés de communication. Alors, encore quelques petites secondes. Ah, super, merci. Hop. Alors, pour que vous ayez une vision aussi également, je vous partage les résultats de ceux qui sont aujourd'hui parmi nous. Euh, je vous propose de poursuivre en vous présentant le programme de ce jour. Donc, juste après mon mot d'accueil, je laisserai la parole à Monsieur Luc Gâteau qui vous introduira la nouvelle saison du générateur de solidarité. Puis Armand Droc vous présentera la thématique qui vous a déjà été un petit peu révélée dans les mails qui vous ont été envoyés, mais on va vous expliquer un peu plus pourquoi cette thématique-là. Puis Mario Torres Maguedano vous présentera le modèle, comment va se dérouler le dispositif, et le tout sera synthétisé en images dans une vidéo de lancement. Et puis j'arriverai en fin de course pour vous présenter comment vous pouvez dès maintenant, aujourd'hui, participer, vous inscrire au programme du générateur de solidarité. Et puis, il y aura bien sûr un temps de questions-réponses si vous en avez. Bon, s'il n'y a pas de questions organisationnelles, je propose de laisser la parole sans transition à Monsieur Luc Gâteau. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un peu frustrant de parler qu'à son écran et j'aurais aimé encore prendre le temps de vous saluer et j'espère que ça pourra se faire prochainement. J'ai vu qu'il y avait des parents, des amis, des administrateurs, des professionnels, peut-être des personnes accompagnées, enfin une très grande diversité. Alors, le fonds de dotation, une API, qui permet de financer des projets de recherche et d'innovation, qu'on appelle le programme du générateur de solidarité, et qui en fait partie. Alors, chacun sait qu'un fonds de dotation alimenté par des excédents dans les bonnes années est orienté sur des projets, et nous avons donc choisi aujourd'hui à l'UNAPI d'accompagner les associations de notre réseau au développement de projets en faveur des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Le générateur de solidarité vient ainsi répondre
à l'une de nos orientations stratégiques, accompagner la personne à être actrice de sa vie. Et plus précisément dans son deuxième objectif, qui est de garantir à chaque personne et à sa famille un accompagnement adapté. Alors la précédente version basée sur un appel à projet et avec une remise de prix et un soutien aux lauréats a permis de se rendre compte, s'il en était encore nécessaire, de la diversité, de l'ingénierie, de la solidarité dont font preuve toutes les associations du réseau. Nous avons donc décidé de nous appuyer sur les dispositifs qui ont fait leur preuve dans vos associations pour les modéliser et les répliquer et ainsi être au plus proche des besoins des familles que vous connaissez bien. Alors, je suis très heureux aujourd'hui de vous annoncer le lancement de sa deuxième édition qui sera spécialement en faveur des aidants familiaux. Mais là, je vais laisser la parole à la vice-présidente en charge de ce dossier des aidants. J'ai nommé Armande Roch. Armande, je te passe la parole. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie qu'on soit aussi nombreux. Ça montre l'intérêt que notre réseau amène à ces propositions de dossiers qui sont faits par l'UNAPI. Bon, je vais d'abord vous faire un peu d'histoire, parce que des fois, ça fait du bien de se rappeler d'où on vient. Il y a 60 ans, des associations parentales ont été créées pour venir, pour accueillir des personnes en situation de handicap et surtout soutenir les personnes, les parents et les familles qui accompagnent ces personnes. Et 60 ans après, ben, on a le même problème et le même défi. Et c'est principalement l'ADN de l'UNAPI, tête de réseau, et du réseau UNAPI. Hein. Notre ADN, c'est d'aider les parents, c'est d'aider les familles, c'est d'aider et d'accueillir les personnes en situation de handicap. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, comme vient de vous le dire Luc Gâteau, en 2020, il y a des orientations stratégiques qui ont été votées et nous tenons le cap. Hein. La première orientation, ça a été d'apporter un soutien et d'accueillir des personnes en situation d'handicap sans solution. Ça a été le générateur 1 et le générateur 2, c'est le soutien des aidants. Alors, pourquoi le soutien aux aidants? Ben, il faut savoir que avec la crise du Covid, je pense que tous ceux qui sont des parents derrière cet écran ont vécu cette période très difficile puisque beaucoup ont récupéré leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, tous les proches qu'ils avaient et bien sûr avec plus aucun soutien hein, parce que quand on se rappelle il y a ce qu'on a vécu en 2020, il n'y avait plus du tout aucun soutien, on n'avait plus d'aidants, des professionnels, par exemple libéraux qui venaient, les aides à domicile. Donc, on s'est retrouvé dans une crise très, très difficile pour les aidants. Et vous pensez comme moi, et je le pense, c'est que ben, on est les invisibles. Hein, on en parle beaucoup en ce moment. Les aidants, c'est les invisibles. Les personnes en soutien, les personnes en situation de handicap, c'est les invisibles. Et les professionnels deviennent les invisibles aussi. Je crois qu'on est tous dans cette situation. Donc, il faut à tout prix que nous trouvions des solutions pour aider les personnes, les aidants familiaux. Alors, comme je dis toujours, c'est quelque chose qui est difficile pour des parents d'entendre parler d'aidants, mais il faudra bien s'y habituer parce qu'on est toujours parents et on est parents du jour de la naissance jusqu'à la fin ou la nôtre, ou malheureusement de celle de nos enfants que nous accompagnons. Donc, nous sommes des aidants et notre rôle à l'UNAPI, c'est de soutenir et d'aider ces personnes. C'est pour ça que le générateur 2 a été mis en place et c'est pour ça que nous avons choisi ce sujet et cette aide. Donc, je crois qu'on va avoir des objectifs, voilà, les objectifs, si on peut appeler ça des objectifs, hein, voilà, en proposant des services, améliorer le soutien des aidants, en leur proposant des services dédiés allant au-delà de la prise en charge et de l'accès aux droits des personnes accompagnées, accessibles en proximité, qui soulagent leur charge mentale. Moi, je trouve, enfin, c'est quelque chose que j'insiste beaucoup chaque fois que je parle des aidants, c'est la charge mentale qu'a des parents
qui accompagne des personnes en situation de handicap mental. On a toujours une petite lumière verte là qui est toujours en éveil et qu'on ne peut pas être vraiment disponible pour autre chose. Améliorer la santé des aidants, ça ces objectifs, ils ressortent suite à une enquête qui a été faite avec la SIAP, dont nous sommes membres. Et l'amélioration de la santé des aidants, c'est quelque chose qui ressort aussi en prenant en compte notamment des besoins spécifiques des aidants vieillissants. Et après, faire connaître... Pardon, je ne vois pas. J'ai perdu l'image. Pardon, Johanna, vous... Faire connaître... J'ai perdu la présentation. Alors, faire connaître leur situation à l'opinion publique sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. C'est ça. Voilà, faire connaître leur situation à l'opinion publique sur les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Et ça, c'est un rôle qui est très important de la tête de réseau. Voilà, donc je vais laisser Johanna, je vous remercie de votre attention. Je vais laisser Johanna vous expliquer le déroulé de comment va se passer. Oh non, c'est d'abord Marie-Aude, pardon. À Marie-Aude pour vous expliquer le déroulé du modèle. Merci Armande. Bonjour à toutes et à tous. Bon, comme vous l'avez compris, on a profité, en fait, on a tiré les leçons, je dirais, du premier générateur, de ce que nous avons vécu les uns et les autres et ce que nous vivons actuellement pour réfléchir au meilleur modèle possible pour cette deuxième édition. Un point qui est important avant de commencer dans la présentation du modèle, c'est que vous comprenez bien qu'à l'échelle d'un réseau comme celui de l'UNAPI, on a un enjeu qui est justement celui du changement d'échelle. On a la chance, quand on est au niveau national, de voir beaucoup de projets, beaucoup de merveilleuses expérimentations un peu partout. Et le nombre de fois où on se dit mais c'est pas possible, il faudrait que ça se diffuse beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Et donc cette question du changement d'échelle, c'est un sujet qu'on a commencé à attaquer par un premier projet. Et là, merci Johanna, nous a mis à l'écran. En fait, aujourd'hui, les grands projets que nous gérons au niveau de la tête de réseau en lien avec les régions et vos associations, il se trouve qu'on a vu qu'on avait dans les projets que nous avons, en fait, cette problématique du changement d'échelle qui était quelque chose qui était pour nous important. Et c'est pour ça que, alors qu'on a à côté de ça des projets qui travaillent plus à l'émergence, c'est-à-dire comment une idée qui est nouvelle, on la développe pour la faire émerger. C'est notamment le projet CapFalc, que certains d'entre vous connaissent peut-être, ou le projet de l'association Observer avec Canopé. On a certains projets en fait, dans lesquels on vise à consolider l'existant, donc à se rendre compte que partout sur le territoire, on a des choses qui existent et qu'il faut qu'on consolide. Mais là, vraiment, on s'est dit que ce sujet et cette deuxième édition du générateur de solidarité devait nous permettre d'aller explorer un champ qui, il faut le savoir, dans ce qu'on appelle l'innovation sociale, est un des champs les plus compliqués, quelque part, parce que changer d'échelle, c'est, je pense que vous interrogez tous les réseaux comme le nôtre, tous les réseaux associatifs, comment passer le cap de l'expérimentation locale et le diffuser, c'est un problème que nous avons tous. Donc, cette question de la duplication, du changement d'échelle, c'est vraiment aujourd'hui, je pense, quelque chose qui n'est pas assez pratiqué dans le médico-social. Et c'est un peu le défi qu'on a envie de se donner parce qu'on pense que ça aura un fort impact pour notre réseau et pour les parents de l'UNAPI. Donc voilà, en fait, ça c'était l'introduction pour vous expliquer dans les choix de méthode et dans l'analyse qu'on a fait du premier générateur de solidarité. On a exploré différentes pistes, voilà, en se disant peut-être qu'on devrait plutôt incuber les nouvelles idées, peut-être. Et finalement, on s'est tous mis d'accord, donc le groupe qui a travaillé sur ce projet, sur l'idée que notre enjeu à tous aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est le changement d'échelle. Il y a partout en France des merveilleuses expérimentations. Comment on gagne à être en réseau et à dupliquer de façon plus rapide et avec plus de garanties ce qui marche quelque part.
Donc, une fois qu'on s'est dit ça, sur la diapo suivante, vous allez voir donc la présentation du modèle qu'on a retenu et donc qui a été validé notamment par le conseil d'administration de l'UNAPI. Donc ça, c'est une diapo de synthèse qui explique que ce générateur, donc, que nous lançons aujourd'hui, il a un axe, c'est le choix de soutenir la duplication. Il a un format que vous verrez qui est qu'on va modéliser l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on va aller chercher, et vous allez comprendre juste après, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, et après, comment on accompagne ceux qui veulent le mettre en place. Donc ça, c'est les grands principes qu'on s'est donnés. Puis, comme vient de le dire Armande, on a choisi une thématique, parce que vous comprenez bien qu'on pourrait aller sur plein de sujets, et vous voyez bien que la réalité de vos associations, comme le disait M. Gâteau, voilà, qu'on aurait plein de sujets possibles. On s'est dit non, on reste sur notre idée de départ, qui était le générateur de solidarité, notre histoire, et la réalité aujourd'hui du besoin des aidants familiaux. Et en fait, le choix qu'on a fait aussi, et ça vous le verrez après dans l'appel à candidature, c'est que pour réussir notre pari, il nous faut trouver des dispositifs matures qui ont fait leurs preuves. Vous verrez par la suite comment Johanna va vous expliquer l'appel à projet. Si nous voulons nous concentrer et réussir pour dupliquer les dispositifs qui marchent, il faut avoir des dispositifs, bien sûr, qui ont fait leurs preuves. Donc ça, je dirais, c'est les bases, les quatre grands piliers en fait, du nouveau générateur de solidarité. Alors, quand on a fait ce travail aussi, et je remercie vraiment l'équipe projet, alors il y en a plein qui sont autour de la table et de l'écran, vous les reconnaissez notamment parce qu'ils sont ultra corporate, ils ont mis les petits écrans générateurs de solidarité. Voilà, ça c'est tout le travail qu'a fait l'équipe projet qui, encore une fois je remercie parce qu'ils viennent de tout le réseau. Ça a été aussi d'étudier les dispositifs qui aujourd'hui étaient à destination des aidants dans notre réseau, parce qu'avant de se lancer, avant d'arriver aujourd'hui et de se dire c'est ça qu'on va faire, on a fait tout un travail, quand je dis on, c'est surtout vous, de classification, de voir qu'est-ce qui existait. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a 3 grands types de dispositifs à destination des aidants. Il y a aujourd'hui dans nos associations des dispositifs liés à l'écoute, au relationnel. Donc, on a mis quelques écoutes et je pense que ça doit vous parler. Donc, des plateformes, des groupes d'échange, du soutien psychologique. Il y a aussi des dispositifs qui tiennent plus en fait à l'information et au développement de compétences. Et enfin, il y a des dispositifs liés à ce qu'on appelle le répit, avec des choses autour des séjours de répit, mais de façon aussi plus, j'allais dire plus dans le quotidien, des activités de loisirs, de bien-être, de services de relayage, donc des services à domicile pour soutenir les parents. Donc aujourd'hui, voilà, la typologie de ce qu'on voit sur le terrain, c'est à peu près celle-là. Donc de cette photographie, ça c'est la photographie de ce qu'on voit aujourd'hui dans notre réseau. Une fois qu'on s'est dit ça, comment ça va se passer? Donc sur la diapositive suivante, on s'est dit que le fil rouge, donc c'est les aidants et c'est la duplication des dispositifs. Donc on va aller vraiment essaimer à plus grande échelle des dispositifs qui ont fait leurs preuves, avec l'idée en fait que le générateur, et vous l'avez compris, on a beaucoup travaillé sur la question de la méthode, parce que c'est souvent ce qui pêche en fait. Quand un projet réussit, la petite histoire montre qu'on a l'impression que tout est facile parce que tout c'est noué souvent avec beaucoup d'énergie, et quand on veut le dupliquer, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Mais en fait, souvent, ça ne marche pas parce que c'est un déficit de méthode. Et là, le choix qu'on a fait, c'est de mettre de la méthode en amont et en aval. Donc, l'idée, c'est que le générateur aura cet effet levier dans la capacité de transformation. Ce qu'on y voit, en fait, pour nous, notamment, c'est que ça va être une façon de valoriser notre expertise collective et de l'expertise très particulière, donc celle qui est au sein du réseau, et ça va nous permettre de jouer l'effet réseau quelque part. Donc, ce qu'on voit comme enjeu nous concernant, c'est qu'on va
renforcer notre capacité à être en réseau, de plus en plus distinguer qu'est-ce qui fait qu'on est à l'UNAPI et notre marque de fabrique, j'allais dire qu'on partage tous. L'idée, c'est quand même, quand on est développer un modèle optimisé, c'est vraiment ça, c'est-à-dire utiliser l'expérience des uns et des autres pour éviter de faire des erreurs, en tout cas en faire le moins possible, et aller plus vite dans la démultiplication. Donc, parce qu'on sait aussi qu'il y a une urgence quand même aujourd'hui en France et pour les parents d'enfants handicapés à avoir ces dispositifs dedans. Donc, je veux bien la diapo suivante. Très concrètement et assez simplement, mais de toute façon, vous le reverrez avec la petite vidéo qui va être certainement plus claire que moi encore, c'est que le principe, il va être simple. C'est qu'on va chercher 2 dispositifs à modéliser. Donc, le premier appel à projet que vous allez avoir d'ici la fin de l'année, c'est que les gens qui ont des dispositifs qui rentrent dans ce qu'on s'est dit auparavant, qui leur semblent être des dispositifs remarquables, pertinents, efficaces, parce que c'est vraiment le sujet. Ils vont postuler, on va leur demander de postuler et on aura besoin des uns et des autres pour favoriser cet appel à candidature. Et on va en choisir 2. De ces 2-là, en fait, qu'est-ce qu'on va en faire? Avec l'équipe qui postulera et qui sera les 2 équipes qui seront sélectionnées, on va travailler sur les écouter pour modéliser ces dispositifs, les valoriser et tout ça avec, bien sûr, il y a un financement qu'on a prévu pour organiser tout ce temps de travail. Et une fois qu'on aura choisi ces 2 dispositifs, qu'on aura fait ce travail de modélisation, de valorisation, on sera allé chercher, j'allais dire, toute la recette qui explique le succès, on choisira donc pour chaque projet 3 porteurs de projet. C'est-à-dire que dans quelques mois, on annoncera qu'on a choisi 2 modèles et que pour le premier modèle, 3 associations pourront bénéficier de la duplication et que pour le deuxième modèle, 3 associations également pourront bénéficier de la duplication. Donc au final, c'est sur 6 associations en même temps qui vont pouvoir dupliquer un des 2 modèles qui aura été sélectionné. Et dans toute la méthode qu'on a mis en place, l'idée, c'est vraiment qu'il y a un accompagnement. On a aussi tiré les leçons du bénéfice, de l'expérience, qui est d'aller chercher où est-ce qu'on passe du temps les uns les autres, sur le transfert, sur la formation. Voilà, tous ces temps-là, on a essayé de tout étudier. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, ce que nous, on pense, c'est que voilà, ce générateur, il va permettre d'aller plus vite, ça on se l'est déjà dit. Nous, on pense que ce qui est un point important aussi, c'est d'apporter en notoriété, en visibilité les dispositifs existants, de développer la montée en compétences des experts et des personnes qui vont travailler sur ces dispositifs. On va bien sûr, de fait, favoriser la mise en relation de réseau et on va apporter donc un soutien financier qui sera en fait une prise en compte du temps passé, donc avec une dotation financière qui est entre 5 000 et 10 000 euros. Tout ça, bien sûr, en fait, ça a été, c'est en partant de cas réels que tout a été chiffré, qu'on a réussi à faire notre modèle global. Donc voilà, aujourd'hui, l'apport du générateur, ça sera vraiment de réussir à valoriser ce qu'on fait et à l'accompagner à la duplication. Et bien voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, là vous voyez en image l'équipe projet avec un groupe de travail donc, qui n'a pas fini, mais qui a été à l'origine de tout ce qu'on vous montre. Je tiens vraiment à les remercier, et notamment dans toute la partie de droite. Vous voyez des gens qui ont été des bénéficiaires et des gagnants pour certains du premier prix. Donc, merci à eux de continuer l'histoire avec nous. Et nous avons, alors là, vous voyez l'équipe aussi de la tête de réseau qui est aussi très pluridisciplinaire. Qui a été accompagnée depuis plusieurs mois par une agence qui est spécialisée, quand je vous dis qu'on a vraiment misé sur la question de la méthode,
C'était un des points importants. Donc voilà, on s'est fait épauler par des professionnels du sujet. Je crois qu'on va essayer de passer un petit film qui résumera. Lancée en 2018 par le Fonds de dotation de l'UNAPI, la première saison du Générateur de solidarité a permis l'accompagnement de 11 associations du réseau dans le développement de projets en faveur des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Fort de son succès, le Générateur de solidarité vous propose une deuxième saison basée sur l'expertise, le savoir-faire du réseau et le partage de bonnes pratiques. Cette saison, le Générateur de solidarité sera dédié à la thématique des aidants familiaux. Découvrez un nouveau format basé sur la duplication de dispositifs existants au sein du réseau. Comment ça marche? Les dispositifs remarquables, ayant fait leurs preuves, peuvent s'inscrire au Générateur de solidarité. 2 d'entre eux seront sélectionnés pour être modélisés. Ils seront ensuite proposés clé en main aux associations du réseau qui souhaiteraient les développer. Faites partie de l'aventure. Pour participer, faites connaître votre dispositif. Envoyez votre formulaire de candidature à générateursolidarité@unapi.org. Donc voilà, vous avez pu voir en image l'appel, la nouvelle saison, c'est un peu l'épisode 1 du Générateur de solidarité. Donc je vais vous présenter un petit peu plus cet appel à projet. Donc comme ça a été présenté, là nous sommes dans vraiment la toute première étape, hein, comme vous l'a expliqué Mario, et comme cela a été expliqué dans la vidéo, sur l'identification des dispositifs, les petits citrons de la vidéo. Par la suite, donc voilà, on va travailler avec les 2 dispositifs sélectionnés sur la modélisation, hein, en partenariat avec le groupe de travail et notre partenaire spécialisé SketchChanger. Puis on reviendra vers vous, une temporalité qui se situe aux alentours de fin du premier trimestre 2022 sur voilà, qui est partant pour mettre en place ces dispositifs au sein de leurs associations. Et puis après, il y aura tout un travail d'accompagnement des futurs porteurs de projets. Donc, un peu plus en détail sur le calendrier. Donc, voilà, dès maintenant, à l'issue de cette présentation, nous allons vous envoyer un mail récap où vous allez tout avoir, toutes les vidéos, plaquettes de communication également, avec tout le détail. Vous allez pouvoir, bien sûr, participer. Donc, on va ouvrir vous allez avoir un formulaire de candidature en ligne que vous allez pouvoir répondre, vous allez pouvoir remplir et nous renvoyer. En tout cas, si vous le souhaitez participer, nous clôturerons les candidatures à fin décembre. Et l'idée, c'est voilà, d'avoir sélectionné, en tout cas pour la fin janvier 2022, les dispositifs sélectionnés. Donc, on est sur ce calendrier-là. Alors, la question 1 million, mais qui peut participer? Toutes les associations du réseau, quelle que soit leur taille, donc avec une personne référente avec laquelle nous allons pouvoir travailler, en tout cas sur la modélisation et la valorisation du projet. Comme cela a été présenté par Armand et Mario, de tous les projets qui ciblent bien sûr les aidants, et il faut que ce soit un service. Alors il y a beaucoup de synonymes, hein, mais voilà, dispositif, service, en tout cas qui soit pérenne et durable pour les aidants. Comme cela a été aussi également présenté, dispositif existant et mature. Alors, on n'a volontairement pas mis d'échelon de temps, hein, parce que parfois, il y a des dispositifs qui ont rapidement fait leurs preuves, hein, qui n'ont pas forcément besoin d'avoir 10 ans d'ancienneté, mais en tout cas, qui ont déjà apporté des solutions aux aidants. Donc ça, c'est vraiment les critères qu'il faut impérativement remplir, parce que nous, on va regarder aussi, donc avec les membres du jury, ce sont les effets que vos dispositifs vont pouvoir avoir sur les aidants.
si ça améliore leur qualité de vie. On va regarder aussi également le caractère, c'est un caractère innovant. Alors parfois, ce n'est pas tant dans le sujet, mais dans la méthode. En tout cas, on sera sensible à ces éléments-là. Si votre dispositif peut générer de nouvelles adhésions. Bien sûr, votre motivation, disponibilité à participer au générateur. Et puis sur les éléments de réplicabilité, parce que oui, nous sommes vraiment sur ce champ-là. Si le modèle économique proposé par votre dispositif peut être accessible à une majeure partie des associations du réseau, ayant fait ses preuves, et puis un temps de mise en œuvre relativement court. Alors parfois on peut mettre du temps pour mettre en place un projet, et puis par contre une fois qu'on a le kit en main, ça peut être plus rapide, mais on a cet échelon, en tout cas cette temporalité qui est de pas plus de 18 mois pour pouvoir accompagner le plus rapidement possible les dispositifs à se mettre en place. Et comment ça se passe concrètement? Tout simplement, donc, vous allez répondre au formulaire de candidature que nous allons vous envoyer dans le mail récapitulatif, et puis nous vous transmettre par mail avec les pièces jointes associées à générateur-solidarité@unapi.org. Et nous avons vu passer dans les questions, en tout cas, si le diaporama diffusé pendant le webinaire allait être transmis. Et oui, également, tout vous sera transmis, que ce soit la vidéo de présentation, que les éléments de candidature, formulaire et plaquettes de communication. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, alors vous pouvez les poser soit dans le fil de discussion, soit comme on est en format réunion sur Zoom, vous pouvez aussi lever la main et directement intervenir. Alors, pas de questions. On peut passer à la deuxième question, si la première est toujours la plus difficile. Si vous avez des remarques, des réactions, n'hésitez pas, en tout cas, sentez-vous libre. Je ne sais pas si vous m'entendez, Sabrina, je n'ai pas de questions, mais j'ai l'impression qu'en fait, la discussion est désactivée. Hein, enfin, où je suis la seule. J'ai discussion désactivée. Non, effectivement, effectivement, Johanna, je me suis posé la même question. Dans le fil de discussion, en fait, alors sauf si j'ai une manip que je n'arrive pas à faire, mais effectivement, on ne peut pas poser de questions. Enfin, moi, c'est bloqué, effectivement. C'est le propriétaire du compte. Donc, on est censuré sur le fil de discussion. Pareil pour moi, oui. Et même, je crois, même pas la main, j'ai réaction. Ah si, lever la main dans les réactions, par contre, oui. Vous n'avez pas les discussions. Alors, Non, mais bon, comme on a le micro, les gens peuvent poser quand même des questions. Allez-y, vous pouvez poser vos questions, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant, on va essayer de résoudre ce petit problème technique. Mais je viens de voir que... J'ai une question, Johanna. J'ai en fait un détail, mais qui... Est-ce que vous êtes fixé un nombre d'aidants? Est-ce que dans les critères, la question d'avoir des services qui permettent à un grand nombre d'être aidés, ça sera un critère ou pas? Est-ce que c'est plutôt le qualitatif? Est-ce que c'est un sujet, ça, qui a été abordé? J'ai vu dans les critères, peut-être si vous pouviez les remettre. Oui, alors c'est une bonne question. C'est vrai qu'on n'a pas mis de critères quantitatifs. Parce que c'est vrai que pour nous, c'était important enfin, voilà, je pense que c'est un juste milieu entre le qualitatif, effectivement, c'était notamment sur les effets produits. En tout cas, si la solution, le service proposé avait des effets particulièrement positifs, hein, il y avait cette notion aussi d'impact, hein, qu'on peut retrouver. Mais bien sûr, plus le dispositif aidera un nombre important d'aidants, ça sera aussi un élément important. Oui. Je ne sais pas si Domiti ou Lionel veulent réagir peut-être par rapport à ça.
Alors, je veux bien laisser Lionel réagir sur le fond, parce que je regarde à bien noter que il y a certaines personnes qui ont des questions, donc voilà, je les garde en tête pour te les envoyer, Johanna. Je pense que c'était très clair, enfin, en tout cas pour moi ça l'était. Donc s'il y a des questions concernant les critères d'éligibilité, profitez-en parce que vous avez toute l'équipe autour de la table virtuelle pour vous apporter les réponses. Edith Dournel, je crois que vous avez levé la main. Bonjour. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, alors j'avais une question concernant la première phase donc, là, qui va se dérouler pour des projets qui existent déjà. La thématique, c'est vraiment l'aide aux aidants. Est-ce que si dans le projet qu'on souhaite déposer, l'aide aux aidants, c'est une partie de ce qui est proposé, mais pas l'intégralité, c'est quand même cohérent de penser à déposer ou faut vraiment un projet qui soit juste, entre guillemets, juste pour de l'aide aux aidants? C'est une bonne question. Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile de se prononcer quand on n'a pas tous les éléments. Néanmoins, il faut bien sûr que ce soit principalement à destination de l'aide aux aidants. Oui. D'accord, pour que ce soit vraiment la partie principale du projet. Oui. Ok, très bien. Et l'autre idée sur les critères, effectivement, c'est que ça soit un dispositif qui soit relativement facilement duplicable et modélisable. Donc, effectivement, plus votre projet sera complexe, entre guillemets, avec différents types de prestations, plus la réplicabilité, pour utiliser ce terme un peu barbare, sera compliquée. Donc, ça fera partie des critères, mais ça ne vous empêche pas de nous communiquer votre projet. D'accord, merci. Merci. Oui. Je me permets de me faire le relais de 2 questions qui sont posées sur le chat. Alors, tout d'abord, une question de monsieur Jean-François Quilien qui se questionne sur comment va se faire la modélisation. Avez-vous une méthode particulière? Alors, je propose peut-être de laisser la parole à Fanny Bellassène qui est avec nous, qui fait partie de l'équipe et qui travaille donc pour Scale Changer et qui nous accompagne sur la méthodologie. Je ne sais pas si Fanny, vous êtes bien là. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez? Oui. Enchantée en tout cas, je suis ravie d'être là aujourd'hui. On a donc commencé à accompagner en effet toute l'équipe et le groupe de travail qui s'est beaucoup mobilisé ces derniers mois pour arriver à vous présenter tout ça aujourd'hui. Et donc sur la phase de modélisation, donc nous c'est un petit peu c'est notre métier chez Scale Changer d'accompagner le changement d'échelle des innovations sociales et notamment les dispositifs d'essaimage. On va aussi attendre de voir quels sont les projets qui vont être sélectionnés pour bien adapter nos méthodologies et nos outils aux projets que vous aurez retenus. Mais en tout cas, dans l'idée, on travaille sur une modélisation un peu en gestion de projet, finalement, de voir quelle est l'organisation, quel est le modèle économique, le budget du projet, quelles sont les grandes étapes pour le mettre en place. C'est comme ça qu'on accompagne souvent les démarches d'essaimage. Donc, on utilisera toutes les méthodologies auxquelles on est habitué. Merci. Merci Fanny. Je vois qu'il y a une autre question. Savez-vous combien de dispositifs pérennes existent à ce jour? Alors, on n'a pas de données chiffrées peut-être. Domiti, tu as peut-être plus d'éléments, mais on a lancé une enquête que vous avez reçue il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Donc, on va vous envoyer les résultats sur un petit peu les typologies de dispositifs qui sont mis en place au sein du réseau sur cette thématique-là. Voilà, Domiti, je ne sais pas si tu voulais compléter peut-être. Excuse-moi, Johanna. Malheureusement, c'est des chiffres sur lesquels on a besoin de données et je pense que les chiffres justement qu'on a collectés via cette enquête vont être assez éclairants parce que c'est des données malheureusement qui sont assez manquantes, en tout cas actualisées sur effectivement ces dispositifs. On sait qu'ils sont nombreux, on sait qu'ils sont inventifs, mais on n'a malheureusement pas de chiffres au jour qui nous donnent précisément combien de dispositifs existent sur notre réseau.
Je crois que la phrase de Cécile qui nous dit que, enfin, je trouve qu'elle est très pertinente, hein, parce qu'on parle de projets, mais ce n'est pas des projets, vous parlez de projets, madame, et il faut faire très attention parce que c'est une modélisation de projets qui existent déjà. Hein, donc, dans la tête des personnes, il faut comprendre que c'est quelque chose qui existe déjà. Et par rapport au premier générateur où c'était des projets qu'on a accompagné, la construction, l'aboutissement et tout, là, c'est des projets qui existent et c'est que d'aider à mettre en place. Merci Armande. Je trouve que c'est très important ce que vous avez mis. Non, mais parce qu'entre nous aussi, dans l'équipe, on parle de projet, puis parce que c'est un peu notre jargon et c'est comme ça qu'on le dit, mais là, il faut être assez précis. On parle de projet, mais ce ne sont pas des choses qui sont en cours de construction ou qui vont avoir besoin d'un soutien pour développer, pour pérenniser comme on l'a fait l'année précédente. Là, ce sont vraiment des dispositifs qui existent au sein des associations qui ont fait leurs preuves et dont on peut déjà mesurer les résultats, voire l'impact. C'est ça, tout à fait. Compléter, oui, Cécile a raison. Il s'agit bien de dispositifs. Pourquoi on a appelé appel à projet? Parce que le projet, c'est la duplication. Hein. Donc, en gros, vous candidatez parce que vous estimez que le dispositif que vous avez développé est pertinent et que vous souhaitez effectivement qu'il soit développé ailleurs. Donc, c'est un appel à projet dans la mesure où on va retenir simplement 2 dispositifs qui seront après modélisés et dupliqués auprès de 3 autres associations. Alors, je vois qu'il nous reste encore, on a encore un petit peu de temps. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on a aussi la possibilité, si vous n'en avez pas tout de suite qui vous viennent, soit de nous les transmettre par email, soit on pourra organiser très rapidement une autre session visioconférence de questions-réponses, si vous en avez d'autres. Non, pas d'autres questions. Anne-Sophie Brard, du coup, je me permets de prendre la parole. Moi, je serais curieuse de savoir si déjà certains présents aujourd'hui ont déjà des idées. Est-ce que du coup, ça fait écho ou est-ce que ça leur paraît encore abstrait ou voilà, si déjà certains ont identifié des initiatives à leur niveau et de quel ressort sont-elles? Juste par curiosité. Les gens sont timides, Anne-Sophie. Vous pouvez répondre dans le chat si vous vous sentez plus à l'aise. Alors, Johanna, il y a une question sur l'envergure budgétaire des dispositifs à dupliquer. Je ne sais pas si tu souhaites apporter la réponse. Écoute, Lionel, je te laisse la main. Alors, il n'y a pas d'envergure budgétaire définie. Simplement, ce qui nous semble essentiel, c'est que le financement de votre projet ne soit pas forcément lié à un contexte local ou à un seul financeur. Parce que si le projet ne dépend d'un seul financeur, qu'il soit public ou privé, ben, il y a un risque effectivement que la reproductibilité ne soit pas possible ailleurs. Donc, ce n'est pas forcément une question d'envergure, c'est une question de modalité de financement. Et encore une fois, l'idée, c'est que n'importe quelle association du réseau puisse dupliquer. Donc, ça veut dire qu'effectivement, plus le budget sera important, plus ce sera potentiellement compliqué pour d'autres associations de faire la même chose. Mais ça, c'était vraiment notre souhait, en tout cas, toute l'équipe du groupe de travail, c'était que, voilà, pour les 6 associations qui vont reprendre le projet, quel que soit leur taille, leur envergure, en tout cas leur nombre de salariés, budget, etc., qu'elles puissent, un grand nombre puissent pouvoir le mettre en place et que ce ne soit pas un frein. Voilà, donc, on n'a pas fixé de montant, mais en tout cas que ce soit plutôt accessible. Oui. Johanna, il y a une autre question de Monsieur Pierre Tamet qui demande quelle est la période retenue pour la seconde phase.
Donc, la candidature des porteurs de projets qui souhaitent dupliquer. Alors, les dates vont se préciser davantage dans les semaines, les mois à venir. Donc, à la fin à la fin janvier, nous allons annoncer les 2 dispositifs qui seront modélisés. On va avoir un temps par la suite de modélisation avec ces 2 projets-là et de valorisation aussi de leurs projets. De leur projet dispositif et on est sur une temporalité qui pourra se situer entre avril et mai, en tout cas pour le temps où nous allons revenir vers vous pour savoir quelles sont les associations qui ont envie de participer au 2e épisode du générateur. Et à noter en réponse à la précédente question, c'est bien, voilà, ça s'enchaîne. Donc aussi bien Monsieur Jean-François Quilien que Madame Nadine Maudet qui nous font part qu'effectivement il existe des projets chez eux, mais ce sont des projets qui sont en cours. Alors je comprends qu'ils sont a priori en cours d'élaboration ou ils sont en cours existant. Je me permets de rebondir directement sur ces informations. Oui, je peux prendre la parole. Chez nous, on a ce que j'ai noté là, on a 2 projets qui pourraient rentrer dans ce cadre, mais ce sont des projets pour lesquels on n'a pas encore vraiment trouvé le modèle économique et pour lequel, pour le premier qui est la mise en place de répit sous forme de week-end, un peu l'objectif, c'est de mettre en place une maison de répit itinérante. C'est-à-dire que de louer régulièrement des gîtes ou des lieux pour permettre aux familles d'avoir des temps de répit et aux personnes aussi qui sont en institution. Mais on n'a pas trouvé le modèle économique. Donc, pour l'instant, c'est un peu sur nos fonds propres. Donc, voilà, c'est pour ça que je pense qu'il ne peut pas être dupliqué. Et puis, sur le groupe de parole, notamment par rapport à l'habitat inclusif, c'est aussi en cours. Donc, moi, la question que je me posais, c'est comment, on n'est pas tellement nombreux là autour de la table du réseau, hors la tête de réseau. Donc, la question pour moi, c'est comment on va aller les rechercher, ces dispositifs. Parce que la terminologie générateur de solidarité, ça peut ne pas, pour les associations, peuvent ne pas se sentir concernées sur le fait de proposer leur dispositif qui est parfois ancien et voilà, ils sont peut-être l'habitude, peut-être aussi de se dire est-ce que je peux avoir un soutien financier pour mon dispositif, alors que là, c'est pas ça. C'est pas du soutien financier, c'est aider l'ensemble du réseau, c'est d'être dans une démarche généreuse de partage, quoi. Donc, voilà, moi, la question, c'est peut-être qu'il faudra aller les chercher, ces dispositifs. Ils vont peut-être pas venir spontanément. Alors, je vais laisser mes collègues après rebondir. Un premier point, voilà, quel que soit que ce soit les dispositifs à dupliquer ou les associations qui vont participer par la suite sur la mise en place de ces dispositifs au sein de leur organisation, il y aura un soutien financier en tout cas pour toutes les associations participantes. Et après, j'ai envie de vous dire, soyez ambassadeurs du générateur de solidarité. Nous, on a voilà, vous avez vu la vidéo de présentation. On a aussi des supports, les plaquettes. N'hésitez pas, vous aussi, à transmettre au sein de votre association ou bien sûr. De vos collègues. En tout cas, n'hésitez pas. Peut-être d'autres collègues qui veulent réagir sur cette remarque. Non, je crois que tu as apporté la réponse. Effectivement, il faut faire connaître le dispositif. Donc, tout le monde a un rôle à jouer. Alors, il y a des représentants des unions régionales. Évidemment, l'union régionale est un échelon primordial dans ce genre de dispositif, puisque c'est vous qui connaissez le mieux les dispositifs qui peuvent exister sur vos territoires et qui pouvaient relayer effectivement le générateur et inciter les associations qui ont développé des prestations à répondre. Donc, effectivement, il faudra qu'on le fasse connaître par tous les moyens. Mais l'idée du réseau, c'est que l'ensemble des acteurs du réseau participent à la communication. Bien sûr. Merci, Monsieur Deckmin, donc, pour ce relais.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Et puis oui, Maëlle, tu voulais peut-être intervenir effectivement par rapport aux UNAPI région, en tout cas sur le… On a eu une connexion avec Lionel. Voilà, au moment où il disait les choses, je les écrivais. Donc, ça arrive des fois avec Lionel, on a ça parfois. Ouais. Nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que… Est-ce qu'il y aura encore Johanna, une petite question? je profite de la minute juste pour rappeler, parce qu'en parlant de communication et de réseau, on vient de faire partie d'une petite relance pour le web congrès du 25 novembre. On va le repousser, là on a eu les vacances et tout ça, mais voilà, ça fait partie des temps encore en digital, vivement 2022 où on aura plus de temps en présentiel, mais voilà, je profite aussi des uns et des autres pour pousser, parce que voilà, on a essayé de vous préparer tout un programme très qualitatif. Et voilà, donc je suis désolée, je profite de l'occasion pour parler réseau et faire de la com pour le web congrès du 25 novembre. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je tenais voilà, faire très simple, c'est toujours beaucoup de travail. Et je trouve que ce qu'a fait toute l'équipe et avec… Et oui, Marilyn, vous avez raison. Là, le séminaire sur l'impact social du 2 décembre. On a une actualité de fin d'année. Peut-être vous voyez sur la plateforme, on a 2 grands événements, le web congrès et sur l'impact social le 2 décembre en présentiel à Paris pour ceux qui veulent. Je finissais juste en remerciant vraiment toute l'équipe. Je disais que là, c'est un travail de grande qualité et que pour faire simple, généralement, c'est beaucoup de travail. Ben, je vous confirme que voilà, on a une Johanna notamment qui nous pilote tout ça et qui, avec le soutien de Cécile Abrantes, de toute l'équipe qui est derrière, de Domiti et de toute l'équipe projet, a passé beaucoup de temps dans la préparation de ce projet. On espère qu'il va répondre à un vrai besoin et qu'il va s'appuyer sur des points forts de notre réseau, voilà, qui essayait de créer de nouvelles solutions. Je pense que ça a toujours été dans l'ADN de partir du terrain, du besoin et de se remonter les manches et d'essayer de trouver le meilleur parmi nous pour le dupliquer. Donc voilà, un grand merci et on est très heureux de cette étape-là et des mois à venir, parce que je pense qu'on va voir de très belles choses et c'est toujours une très belle aventure que ce type de projet. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Sinon, je vous propose un dernier petit quiz, un dernier petit sondage pour finir. Je vous le lance. Vous allez avoir la petite fenêtre qui est apparue normalement sur vos écrans. Donc, est-ce que vous voyez des projets, des dispositifs que vous pourrez partager déjà dès maintenant, donc soit sur cet épisode 1, soit sur le prochain épisode. Et puis, est-ce que vous avez besoin de temps supplémentaire, temps de questions-réponses? On pourra se rendre disponible avant la fin avant la date butoir des candidatures. Donc, je vois qu'effectivement, vous êtes plusieurs déjà qui ont envie de participer déjà dès maintenant. D'autres aussi pour la seconde étape. Et sur les questions, peut-être, effectivement, si on avait… Bon, je vais clôturer le sondage. Merci à vous d'y avoir répondu.
Et puis, voilà, un grand merci à toutes et à tous pour votre participation. Ce fut un plaisir. Un grand merci à toute l'équipe du générateur, voilà, avec tous les membres que vous avez pu voir avec le même fonds générateur et qui œuvrent depuis avril, en tout cas sur la mise en place de ce nouveau dispositif. Donc, merci.